Bonsoir, bonsoir à tous. Quel est le programme ce soir? On va parler du Mali. Est-ce que la date du 28 juillet est la bonne pour la présidentielle et est-ce qu'elle sera tenue? On va essayer d'y voir plus clair. Barack Obama est arrivé en Afrique du Sud, vous le disiez, un programme délicat l'attend avec l'hospitalisation de Nelson Mandela. Et puis en Guinée, le ministre Claude Pivy a été inculpé dans l'enquête sur le massacre du stade de Conakry. Et on commence donc, Sonia, avec le Mali et ses doutes autour du calendrier sur l'élection présidentielle prévue le 28 juillet. Le chef de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a exprimé publiquement des interrogations. Un grand chantier, cette présidentielle au Mali, c'est un grand chantier. La communauté internationale met une immense pression. On va essayer d'y voir plus clair avec notre correspondant à Bamako. Avant cela, Nicolas Germain fait le point. Les urnes sont là, mais il n'est pas sûr que la présidentielle au Mali ait lieu le 28 juillet. C'est le président de la commission électorale lui-même qui l'a annoncé. Il est extrêmement difficile d'organiser le premier tour de l'élection présidentielle le 28 juillet. Il va être extrêmement difficile de remettre les cartes aux électeurs maliens en moins d'un mois. Autre difficulté selon lui, la situation à Kidal, occupée par les Touaregs du MNLA et où l'armée malienne n'est toujours pas déployée. Mais la France, qui est intervenue militairement au Mali contre les djihadistes, a un tout autre discours. Elle affirme que la date du 28 juillet sera maintenue. Tout a été fait pour que ce calendrier électoral tienne dans les délais qui sont les délais annoncés, validés par les autorités maliennes et considérés comme essentiels à la sortie de crise au Mali par toute la communauté internationale. Au Sénégal, pays frontalier du Mali, le ministre des Affaires étrangères souhaite que la date du 28 juillet soit gardée, mais il se veut pragmatique. Si, au bout du compte, la classe politique malienne, les partenaires maliens, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO se rendent compte que les élections ne peuvent pas se tenir à la date indiquée, mais naturellement, nous allons envisager d'autres hypothèses. Mais nous pensons jusqu'à présent que les conditions sont réunies pour avoir de bonnes élections. La décision d'organiser le premier tour le 28 juillet a été prise par le gouvernement malien de transition, sous la pression de la communauté internationale et surtout de la France. On parle de cette course contre la montre avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel, qui nous détaille tout d'abord les difficultés techniques rencontrées sur le terrain. Le véritable gros problème ici, et sur le plan technique, c'est la distribution des cartes d'électeurs. Sans carte d'électeur, on ne peut pas voter. Or, la distribution des cartes d'électeurs est lente et des experts interrogés ici sont formels. On ne peut pas distribuer 70% des cartes d'électeurs avant la fin du mois de juillet, c'est-à-dire avant le début du premier tour. Vous avez des Maliens déplacés à cause de la crise, c'est difficile de les retrouver rapidement. Vous avez ensuite les réfugiés, des milliers de Maliens réfugiés sont dans des pays voisins, ils n'ont toujours pas de carte d'électeur. Ensuite, il y a la situation sécuritaire sur le terrain. Vous savez que les rebelles Touaregs sont toujours présents dans la région de Kidal, alors que l'armée régulière ne contrôle toujours pas cette zone. Donc on n'a pas sur place un embryon d'administration malienne pour organiser les élections. Donc là, également, impossible pour le moment d'organiser le scrutin à Kidal. Et sur le plan politique, des doutes sur la date du 28 juillet sont émis. On comprend mieux avec ces informations dont vous venez de nous faire part, notamment pour le Nord Mali. Pourquoi aller vers ce scrutin finalement à marche forcée, Serge ? Alors, vous savez, le Mali n'est pas seul. Le Mali a des partenaires, l'Union européenne, notamment la France, qui veulent que les élections, qui poussent aux élections le 28 juillet, parce qu'il faut sortir de cette situation où il n'y a pas de président démocratiquement élu. Ensuite, vous avez les militaires qui ont fait un coup d'État ici le 22 mars dernier, qui sont aux aguets. Ils n'ont pas totalement quitté la scène politique et organiser rapidement les élections, selon certains, ce serait les pousser davantage vers la sortie. Mais à quel prix? C'est là la grande question. Et Serge Daniel, le 1er juillet, donc dans très peu de temps, dès la semaine prochaine, la force de l'ONU, les casques bleus, se déploieront au Mali. Où en sont les préparatifs ? Bon, c'est le dernier tour de chauffe a eu lieu aujourd'hui. On les attend. Il y aura une cérémonie d'abord à Tombouctou, c'est-à-dire la veille, le dimanche, avec les représentants des Nations Unies. Ensuite, ce sera ici à Bamako. Et bien, ce qui va changer fondamentalement, le 1er juillet, on ne va pas voir débarquer toutes les forces onusiennes. Vous savez que sur place, il y a quelques centaines déjà, quelques milliers de troupes africaines qui sont sur place. Ces troupes vont passer sous mandat onusien. Il y a à côté la force Serval, la force française,
française qui va rester sur place. Et petit à petit, on va voir des soldats chinois, des Européens qui vont venir grossir le rang de ces forces-là. Donc les cérémonies sont, disons qu'on est en période de rodage aujourd'hui et que tout le monde est fin prêt pour accueillir le mandat, les forces onusiennes. Voilà pour le Mali. On passe à la tournée africaine de Barack Obama qui est arrivé à Pretoria après le Sénégal. Et la Force One en provenance de Dakar s'est posée sur la base américaine près de Pretoria. Dans l'avion, Barack Obama a parlé aux journalistes. « Je n'ai pas besoin d'un cliché avec Mandela », leur a-t-il confié. « Je ne veux pas être intrusif vis-à-vis de la famille de l'ancien président sud-africain », a-t-il ajouté. En tout cas, son arrivée a donné lieu à de nouvelles scènes devant l'hôpital de Pretoria où est admis Nelson Mandela. Oui, à côté des admirateurs de Nelson Mandela qui veillent par la prière, par les chants, on a vu des détracteurs de Barack Obama. Ils se sont mobilisés à quelques mètres les uns des autres cet après-midi. Quelques 200 personnes, syndicalistes, étudiants, membres du Parti communiste sud-africain, ont protesté contre la diplomatie américaine et notamment l'usage de drones contre des civils, ce que, selon eux, n'aurait pas fait Mandela. Et juste avant son départ pour l'Afrique du Sud, Barack Obama bouclait sa première visite au Sénégal. Nous avons interviewé le président sénégalais, Macky Sall. Il répond aux questions de Marc Perelman et se dit prêt à envisager une base militaire américaine sur son sol. Je suis très satisfait puisque c'est une visite qui est extrêmement importante du point de vue symbolique, mais également des attentes que le Sénégal avait et l'Afrique dans sa globalité. J'ai pu avoir des entretiens extrêmement positifs et directs avec le président Obama sur les questions bilatérales et sur les questions multilatérales. Demain, si les États-Unis souhaitent s'établir dans le cadre d'une coopération plus large, en Afrique, pourquoi pas? Mais rien n'est exclu, a priori. Justice avec l'inculpation de Claude Spivy qui a surpris les Guinéens, Sonia. Oui, parce que Claude Spivy est ministre en charge de la sécurité présidentielle. En 2009, le militaire était l'un des bras armés du capitaine Moussa Dadis Camara. Il a été inculpé de meurtre, viol, pillage et incendie dans l'enquête sur le massacre au stade de Conakry. Plus de 150 personnes avaient alors été tuées. Il sera de nouveau entendu par les juges jeudi prochain. Claude Spivy ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Il affirme qu'il n'était pas présent au stade ce jour-là. Et puis une innovation dans le Journal de l'Afrique, puisque vous nous parlez pour la première fois de sport. Et plus particulièrement de cyclisme. On ne peut pas y échapper. Le Tour de France débutera demain en Corse pour sa 100e édition. Eh bien, le premier tour cycliste du Congo vient de se terminer. Le Français Médéric Klein a remporté la course, mais c'est un Congolais qui s'est adjugé la dernière étape. Doukoua Bumba a été porté en triomphe, Julien, vous allez le voir, par ses compatriotes. Ils en rêvaient, un Congolais porté en héros par la foule. Vainqueur de la dernière étape du Tour du Congo-Kinshasa, Doukoua Bumba a mis du baume au cœur de ses compatriotes. Il sauve l'honneur d'une équipe congolaise mal préparée qui n'a pas vraiment brillé sur ce tour. C'est une première édition, nous avons connu des pannes techniques qui nous auront fait perdre des points. Malgré ça, j'avais promis de remporter au moins une victoire d'étape et je l'ai fait. Il y a 9 km à faire en ville, arrivée direct. Dernière consigne, et c'est le top départ de cette ultime étape qui a emmené les coureurs au cœur de la capitale. 60 km à travers les rues de Kinshasa. Après 10 jours de course sous une chaleur écrasante, c'est enfin le bout du tunnel. Star de l'étape, le Congolais arrive seulement 7e au classement général d'un tour dominé par un ancien de l'équipe Cofidis, le Français Médéric Klein. Je suis assez content, j'ai remporté 5 étapes. J'espère que on gardera un bon souvenir de moi et je donne rendez-vous l'année prochaine. Coup de chapeau aussi aux Rwandais et aux Tanzaniens, 2e et 3e au classement. Des coureurs ballottés par une organisation chaotique tout au long du parcours. Improvisation, étape supprimée ou raccourcie, il a fallu faire avec. Merci Sonia, c'était le Journal de l'Afrique, on s'arrête là. Merci Julien. Et vous restez avec nous, Paris Direct continue, on en parlait à l'instant, on parlera du Tour de France, 100e édition avec le Journal des Sports. On marque une courte pause et on se retrouve dans 4 minutes pour le journal de 23h.